Bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit modèle numérique qui permet d'obtenir une simulation de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Alors, pour expliquer un petit peu le contexte d'élaboration de ce modèle, c'était juste avant le confinement. Mon collègue Mokhtar Zagzoul me montre en fait un modèle qui a été réalisé dans les années 80 pour essayer de comprendre un petit peu comment évoluer l'épidémie de VIH. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets ici la référence. Donc, c'est un article de 87 publié dans Nature. Avant de vous expliquer le fonctionnement du modèle, je vais commencer par vous montrer ses résultats. Donc, vous avez ici une figure qui, pour l'instant, est vide. Sur l'axe horizontal, vous avez le temps qui est mesuré en jours. Sur l'axe vertical, vous avez le nombre de personnes qui est en milliers. Donc, ça va de 0 à 200 000. L'origine ici correspond au 15 février 2020 et je vous ai mis également un repère qui correspond au début du confinement dans mon modèle que j'ai mis au 18 mars au matin. On va commencer par y rajouter les données avec des petits symboles. Donc en noir, les cas confirmés Covid, en rouge, les décès, et en bleu, ce que j'ai appelé les cas graves, c'est-à-dire les personnes qui nécessitent d'être rentrées dans des services de réanimation. Et je vais maintenant y rajouter ce que donne le modèle que je vais vous présenter en termes de personnes symptomatiques atteintes de Covid-19 en trait plein noir, de personnes décédées en trait plein rouge et de personnes nécessitant des soins en réanimation en trait plein bleu. Comme je pouvais m'y attendre, il y a une différence entre ce que donne le modèle en termes de cas symptomatiques Covid-19, qui est le trait plein noir, et les données officielles qui correspondent uniquement aux cas symptomatiques qui ont été testés par PCR. Par contre, le modèle est très performant en ce qui concerne la modélisation du nombre de décès et du nombre de personnes nécessitant des soins de réanimation. Et on va aller voir ça d'un petit peu plus près en zoomant justement sur ces deux courbes. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est la précision avec laquelle le modèle prédit l'évolution, en particulier des personnes qui nécessitent des soins de réanimation. On capte bien l'allure avec le maximum et la décroissance. Alors, je vous ai aussi mis ici, pour se repérer, la date du déconfinement qui est au 11 mai 2020. Alors, dans le modèle, pour l'instant, c'est un modèle, on va dire, optimiste, où j'ai supposé que les mesures barrières seraient respectées, que les personnes mettraient des masques quand ces mesures ne pourraient pas être respectées, comme par exemple dans les transports. La question qu'on peut se poser, c'est que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu de mesures de confinement? On reprend donc notre graphique de tout à l'heure et je vais y rajouter en trait pointillé rouge le nombre de morts qu'il y aurait eu sans confinement et en trait pointillé bleu le nombre de personnes qui auraient nécessité des soins en réanimation sans confinement. Donc, ce qui saute aux yeux ici, c'est l'explosion du nombre de morts et du nombre de cas en réanimation. On peut donc dire que les mesures de confinement ont quand même été efficaces. Je vais maintenant vous expliquer comment fonctionne ce modèle, comment il a été construit, et je vais essayer de faire ça sans équation.
Alors, on va commencer par présenter les différentes variables du modèle. Donc, il y a S, le nombre de personnes saines non porteuses du virus. IA, le nombre de personnes infectées mais qui sont asymptomatiques, du moins pendant un certain temps. IS, le nombre de personnes infectées symptomatiques. M, le nombre de personnes gravement malades nécessitant des soins en service de réanimation. D, le nombre de personnes décédées. Et enfin, SI, le nombre de personnes qui sont guéries et donc immunisées. Il nous faut maintenant initialiser notre modèle. Alors, je suis partie de données du 15 février 2020 où il y avait 12 cas, dont 3 graves et 1 décès sur une population française d'environ 67 millions d'habitants. Donc, ça va être mon jour 0. Donc, je suis donc capable de donner des valeurs à 3 de mes variables. Le nombre de cas graves au jour 0, c'est 3. Le nombre de personnes infectées symptomatiques au jour 0, c'est les 12 moins les 3 graves, ça fait 9. Et le nombre de personnes décédées au jour 0, c'est 1. Il me reste 3 autres variables à initialiser. Et le cas le plus critique, on va dire, c'est le nombre de personnes asymptomatiques. Alors, j'ai testé toute une gamme de nombre de personnes asymptomatiques en sachant que les infectiologues parlaient de entre 2 et 10 fois plus de personnes asymptomatiques en capacité d'infecter d'autres personnes par rapport au nombre de personnes dépistées symptomatiques, c'est-à-dire les 12 cas. Et je suis arrivée à un nombre de personnes asymptomatiques qui était 5 fois plus important que le nombre de personnes présentant des symptômes, ce qui me fait 60 personnes dans cette catégorie. J'ai également supposé qu'il n'y avait personne dans la catégorie des personnes saines immunisées, ce qui ne change pas grand-chose sur une population de 67 millions. Et donc, je peux calculer le nombre de personnes saines à ce jour 0, c'est-à-dire c'est la population totale, moins le nombre de personnes infectées, symptomatiques ou pas, gravement malades, et moins la personne décédée. Alors, l'objectif du modèle, c'est d'être capable de calculer combien il y a de personnes dans chacune de ces 6 catégories au jour suivant. Alors, je vous ai représenté ces 6 catégories ici, sur ce schéma. En vert, les personnes saines, en gris, les infectés asymptomatiques, en noir, les symptomatiques, en bleu, les personnes gravement malades, en rouge, les personnes décédées, et en orange, les personnes saines, immunisées, donc guéries. Alors, entre un jour J et un jour J+1, il va y avoir des déplacements de personnes de catégorie à d'autres. Par exemple, un certain nombre de personnes saines vont être infectées et vont passer dans la catégorie grise dans un premier temps sans symptômes. Toujours entre ce jour J et ce jour J+1, je vais avoir un certain nombre de personnes qui étaient asymptomatiques qui vont devenir symptomatiques et puis d'autres qui vont tout simplement guérir et devenir des personnes saines immunisées. Et ainsi de suite, les personnes infectées symptomatiques, un certain nombre va tomber gravement malade, d'autres vont guérir, et les gravement malades, un certain nombre va décéder et d'autres vont guérir. Donc j'ai des taux de passage d'une catégorie à une autre. J'ai 6 taux ici que je vous ai représentés avec les différents symboles taux AS, taux AI, etc. Et j'ai supposé dans mon modèle que ces taux étaient constants au cours du temps. Donc tout l'enjeu va être de trouver ces 6 paramètres. Alors je ne suis pas partie de rien puisque on avait quand même des données médicales. Par exemple, on savait que quand on tombait gravement malade, eh bien, on avait entre 30 et 60% de chances de guérir en environ 3 semaines. Et puis, le reste des personnes gravement malades décédaient sur une période souvent un peu plus courte, de l'ordre de la semaine.
Donc, j'avais des gammes de variations pour chacun de ces paramètres et je les ai donc parcourus de manière à obtenir une évolution qui ressemblait aux données qui étaient disponibles, en particulier les données des personnes infectées symptomatiques, gravement malades et décédées. C'est les 3 données qui étaient à notre disposition. Alors, il y a un dernier taux dont je n'ai pas parlé, c'est le taux de passage entre les personnes saines et les personnes infectées symptomatiques. Alors, ce taux-là, j'en ai pas parlé parce que c'est un taux qui n'est pas constant, qui va varier avec le temps, c'est-à-dire avec le jour J. En effet, ça se comprend assez bien. Vous n'avez pas le même taux de passage si vous avez beaucoup de personnes en capacité d'infecter par rapport à la population totale que si vous en avez très peu. Ce qui explique la variation avec le temps. Et ça dépend également du comportement, et je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais il est facile de comprendre que si par exemple on fait un confinement, eh bien on ne rencontre plus personne, un confinement total, donc il n'y a plus aucune possibilité pour une personne contagieuse d'infecter une personne saine, et dans ce cas-là, ce taux de passage entre la catégorie en vert et la catégorie en gris, elle est nulle. Donc je vais lui donner un nom à ce taux de passage, mais je vais mettre entre parenthèses le fait qu'il dépend du temps, et j'aurais dû d'ailleurs mettre aussi qu'il dépendait du comportement. Bon, on peut démarrer le modèle, donc 15 février, 60 asymptomatiques, 9 symptomatiques, 3 gravement malades, 1 personne décédée et 0 personne guérie. Et on y va, le lendemain, le surlendemain, le surlendemain. Alors on va aller un petit peu plus loin, on va sauter de quelques jours, le 25 février, et puis on va aller directement au jour où le confinement a été décrété, c'est-à-dire le 17 mars. Alors, je vous ai mis donc les nombres de personnes dans chacune des catégories que donne mon modèle, et j'ai rajouté en gras pour la catégorie infectés symptomatiques, gravement malades et décédés, les données qui étaient à ma disposition. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans le cas des catégories infectés symptomatiques et gravement malades, on est dans le même ordre de grandeur. Ce n'est pas le cas pour les décès, mais il faut savoir qu'à ce jour, on ne comptabilisait que le nombre de personnes décédées à l'hôpital et pas dans les EHPAD. Et donc, au moment où on s'est mis à compter les personnes dans les EHPAD, eh bien, mon modèle s'est mis à coller également au niveau des décès, comme je vous l'ai montré dans les courbes au début de cette vidéo. Alors, pour terminer, je vais revenir un peu plus précisément sur le taux de conversion d'une personne saine en une personne infectée asymptomatique. Je vous ai dit qu'il dépendait du temps et qu'il dépendait du comportement. Alors, on va revenir sur ce taux pour essayer de voir ce qui peut se passer, les scénarios possibles après le déconfinement. Donc, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas d'équation. Alors, voici quand même une relation qui vous donne ce taux qui dépend du temps, du jour J. Alors, ça va dépendre du pourcentage dans la population totale du nombre de personnes infectées, donc du rapport entre les infectés et la population totale. Donc ça varie au jour le jour, et donc c'est pour ça que ça va dépendre de J. Ça dépend d'un paramètre que j'ai appelé N et qui est le nombre de personnes que vous rencontrez dans une journée. Donc, dans un cas de confinement total, vous rencontrez personne, ce N est égal à 0 et du coup, le taux devient nul. Alors, bien sûr, il y a toute une modulation entre le 0 et le N nominal en cas normal. Et le bêta, c'est un paramètre qui est lié à la contagiosité du virus. Donc, il est vraiment lié au virus lui-même. Alors, on peut le moduler, ce bêta,
On peut le moduler avec des gestes barrières, c'est-à-dire que si quand je rencontre une personne, j'essaie de me placer à au moins 1 mètre de cette personne, si je me lave régulièrement les mains, si je mets un masque, eh bien, je vais réduire ce paramètre bêta de contagiosité du virus et donc je vais réduire mon taux de passage de personnes saines à personnes infectées asymptomatiques. Alors, si je vous ai parlé de ce taux, c'est parce que j'ai fait une simulation dans 2 cas de figure sur une période qui va ici jusqu'à mi-juillet, où vous avez entrée plein, on va dire un cas où il y a un certain relâchement et donc les gestes barrières ne sont pas forcément respectés et donc le bêta, j'ai dû le diviser par 5. Et un cas où on met des masques, on respecte les gestes barrières et donc j'ai divisé bêta par 10. Et donc toujours en noir le nombre de personnes infectées, en rouge le nombre de personnes décédées et en bleu le nombre de personnes gravement malades. Donc ce qu'on remarque, c'est que donc, le déconfinement, c'était aux alentours du 86e jour, à peu près ici. Donc on remarque qu'assez rapidement, on peut avoir un premier indicateur, avant même le nombre de personnes en réanimation ou décédées, c'est le nombre de personnes infectées. Donc on voit que c'est un premier indicateur qui nous dit si oui ou non on est en train de faire redémarrer l'épidémie ou pas. Alors là, je vous l'ai fait jusqu'à mi-juillet. On peut aller voir un petit peu plus loin et aller voir sur les indicateurs de mortalité, de décès et de personnes en réanimation. Donc voilà, jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, les 2 cas de figure, donc un cas, certain relâchement, et puis un cas avec des masques et des gestes barrières respectés. Et donc on voit ça fait une grosse différence, hein, c'est-à-dire qu'effectivement l'épidémie redémarre relativement lentement, mais sur une gamme de temps un peu plus large, eh bien la différence est notable. Voilà, c'est terminé. Eh bien, j'espère que ça vous aura intéressé et au revoir.